سعيد بوجودي هنا، وكما تعرفوا عزيز لما يطلب منك حاجه لازم تعملها، فهو طلب مني ان نتحدث على الميكانيزم نتاع الاكشن نتاع الاميونوجلوبولينز، حاجه ما نعملهاش دائما، لكن حاولت ان شاء الله تكون مفيده بالنسبه للحضور يعني. في هذا معهد باستور في تونس فين نشتغل، وان شاء الله تكونوا فهم عدد كبير منكم من زملائنا المغاربه والجزائريين qui nous ont visités، وان شاء الله كلكم نشوفوكم les bienvenus tous là-bas. Donc vous l'avez compris à travers ce qu'a dit tout à l'heure Souad, que l'utilisation de ces immunoglobulines se fait essentiellement dans deux objectifs, qui sont celui soit de l'immunosubstitution, ce qui est le cas des patients immunodéficients, soit celui de l'immunomodulation. Et justement, en termes d'études des mécanismes d'action, il faut dire que jusque-là, pour l'immunosubstitution, on se disait, d'accord, on amène ce qui manque, et bon, les choses sont réglées, ces immunoglobulines vont faire leur travail. Mais c'est vraiment à travers l'étude de l'action des immunoglobulines dans la modulation des réponses immunes et donc dans les maladies auto-immunes qu'on a commencé à comprendre plus de choses actuellement. Et je pense que cela peut avoir un intérêt même pour les immunodéficients, et on essaiera peut-être d'en discuter tout à l'heure. Donc il est clair que la composition de ces immunoglobulines et leur mécanisme d'action, c'est ce qui va conditionner, le risque potentiel d'effets secondaires. Donc il faut faire attention à ce que l'on donne, vous l'avez compris tout à l'heure. Et deux, c'est ce qui va assurer l'efficacité de ces immunoglobulines. Ce sont deux soucis majeurs, bien entendu, pour toute personne qui manipule ces immunoglobulines. Donc là, c'est un très beau document. Donc il vient d'être rapporté par Souad. Je ne vais pas revenir aux détails. Donc là, c'est un beau document que je vous recommande. C'est une version récente, 2018, où vraiment les choses sont bien faites, assez simples. Et d'ailleurs, c'est un beau travail, il faut le dire. Donc je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais j'ai juste attiré votre attention sur ça, sur ce point. Alors, je ne sais plus où se trouve le pointeur. C'est... OK. Très bien. On le voit, voilà. Donc, vous voyez cette petite flèche. Cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé ici au Maroc, mais chez nous, il y a eu une épidémie de rougeole terrible cette année. Et qu'on traîne jusqu'à maintenant. Et qui nous a causé un nombre impressionnant de cas, beaucoup de décès malheureusement, dans des malades immunodéficients. Donc j'aimerais attirer l'attention sur cette indication qu'il ne faut pas oublier. C'est les petits-enfants immunodéprimés quand ils sont dans un environnement où il y a eu contact avec un rougeoleux. C'est vraiment fondamental qu'ils aient des immunoglobulines. Et ça, on l'a certainement oublié pour certains et malheureusement on les a perdus. Et je pense que ça, c'est quelque chose juste sur laquelle il faut insister. Donc maintenant, les préparations d'immunoglobulines, Souad vous en a parlé, donc ça va nous faire gagner un peu de temps. Donc, ce sont des produits qui sont obtenus à partir de poules de plasma de donneurs sains, bien entendu. Et bien sûr, c'est des produits qui sont dangereux par le risque infectieux, oui, par leur risque potentiel infectieux, donc il faut faire très attention dans leur préparation. Et puis, donc, toujours vérifier s'il n'y a aucun risque de contamination, etc. Comme vous le savez, les techniques sont très, très performantes maintenant, il n'y a pas de problème. Et le résultat final est celui d'avoir donc, un concentré pur, presque pur, si l'on peut, d'IgG, qui vont avoir les rôles dont on va parler tout à l'heure. Donc, c'est très important d'avoir des produits qui sont les plus proches, comme la physiologie, les plus proches possibles des immunoglobulines qu'on trouve dans notre sang. Donc, il s'agit d'avoir ici, dans ce cas de type de préparation dont on est en train de parler, donc d'IgG polyclonal, d'immunoglobulines polyclonales, polyspécifiques, donc ce n'est pas comme les formes spécifiques d'un antigène donné qu'on peut purifier également, et qui soient intactes. Vous l'avez compris tout à l'heure, Souad a dit, l'IgG, il y a deux parties, l'FAB et le FC. Le FC, c'est ce qui fait les fonctions effectrices. C'est ce qui permet de faire les fonctions, l'activation du complément, la phagocytose. Donc, il faut une immunoglobuline entière dans ce cas-là, et ça, c'est important. Et donc, leur demi-vie, bien sûr, vous le savez, c'est de 3 à 4 semaines, comme cela a été dit. Il est important qu'ils aient une distribution en termes d'isotypes également, qui soit la plus proche possible de ce qui se trouve en physiologie, et ça, c'est généralement assuré. Donc, on peut tolérer la présence d'agrégats d'IgG, et ces agrégats peuvent même peut-être avoir un rôle. Si on a le temps, on en discutera. Et puis, on peut tolérer, bien sûr, la présence de fragments FAB'2, donc la partie idiotypique des immunoglobulines, mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Et ça dépend bien sûr des préparations commerciales et surtout, ça a été dit aussi, les IgA, faisons attention, il ne faut pas qu'il y ait trop d'IgA dans ces préparations, bien entendu. Donc, ce qu'elles contiennent, c'est des anticorps contre les antigènes étrangers,
Et ça, c'est important, c'est ce que les gens sont immunisés et ils peuvent transférer donc passivement cette immunité. Il peut y avoir des antigènes, des anticorps contre des antigènes du SWAG, mais qui sont ce qu'on appelle les auto-anticorps naturels. Et on peut avoir, bien sûr, et ça c'est intéressant, on le verra, peut-être aussi des anticorps anti-idiotypiques qui peuvent jouer un rôle aussi dans la régulation des réponses immunes. Les propriétés, bien sûr, l'osmolarité, etc., ça a été dit. Il faut veiller aussi à se faire attention à ce niveau-là. Bien sûr, les préparations sont nombreuses. Là, c'est pas l'objectif n'est pas de montrer, mais c'est de dire qu'il y a une hétérogénéité, mais ça a déjà été dit. Et donc, surtout l'IgA, l'histoire de l'IgA est intéressante, puisque, comme vous le savez, il y a un risque réel de faire de l'anaphylaxie suite à l'injection de ces IgA à des individus qui ont des déficits très profonds des IgA. Et effectivement, comme vous le savez, donc la présence d'IgG anti-IgA a été associée au développement donc de sévères réactions quand on donne des immunoglobulines intraveineuses, surtout chez des patients qui ont vraiment un déficit profond, très très profond en termes d'IgA. Donc ces anti-IgA sont dirigés à la fois contre les deux isotypes d'IgA, IG1 et IG2, et on estime, ce sont des estimations, à peu près, d'autres études donnent d'autres chiffres, 40% de patients qui ont un déficit sélectif en IgA auraient de tels anticorps IgG anti-IgA, et 25%, et ça c'est peut-être intéressant, des déficits communs variables, quand ils ont des IgA très abaissés, peuvent avoir de tels anticorps. Et ça, il faut peut-être veiller, j'y reviendrai rapidement. La présence d'IgE anti-IgA dans le sérum des immunodéficients a été aussi rapportée, mais elle a été nettement moins souvent rapportée que la présence d'IgG anti-IgA. Et il y a eu quelques descriptions d'anaphylaxie, d'accidents graves anaphylactiques liés à ces IgE anti-IgA. Et la dernière chose, c'est que la présence d'IgG peut indiquer qu'il faut faire plus attention, bien sûr, et ça je pense que tout le monde le fait, dans le suivi de ces malades, et surtout, et ça c'est une donnée dont il faut tenir compte, on a parlé tout à l'heure de la possibilité de donner des sous-cutanés, et il apparaît que quand on donne des sous-cutanés chez ces malades, les risques sont moindres, nettement moindres. Et il y a eu d'ailleurs une étude je crois que c'était à Boston, c'est une équipe de Boston, où ils ont étudié 22 patients, où il y avait surtout des CVID, il faut dire. Leur papier est vendu comme étant, mais c'était surtout des CVID et non des IgA sélectifs, des déficits IgA sélectifs. Et ils ont trouvé 3 malades qui étaient des CVID, qui donc avaient des anti-IgA, et donc sur 22 patients, 3 sur 22. Et c'était des IgG anti-IgA, un seul a fait une anaphylaxie donc non IgE médiée, et tous les 3 semblent tolérer parfaitement les formes sous-cutanées d'immunoglobulines. Donc ça aussi, c'est quelque chose dont il faut peut-être tenir compte. Alors maintenant, on va passer un petit peu au mécanisme d'action. Alors quand il s'agit d'immunosubstitution, ce que nous faisons essentiellement dans les déficits immunitaires primitifs, les choses sont assez classiques. C'est on va neutraliser les virus et les toxines à partir de 2 mécanismes qui ont été cités tout à l'heure. Un, l'activation du complément. Donc, l'immunoglobuline se lie au complément sur son fragment FC et elle se lie à la membrane du virus et elle va aller lyser ce virus, par exemple. On peut aussi faire de la DCC, mais aussi la phagocytose, qui elle aussi se fait à travers le fragment FC, puisque la cellule phagocytaire a un récepteur FC et l'IgG vient s'ancrer. Elle a reconnu le pathogène et il va être phagocyté. Donc, c'est des mécanismes classiques que tout immunologiste connaît, bien entendu, je ne vais pas insister. Donc, ça passe par l'expression des récepteurs FC gamma qui jouent un rôle majeur. Alors, ce qui est peut-être un petit peu intéressant, c'est qu'on sait maintenant aussi que ces immunoglobulines intraveineuses données en parallèle, enfin au moment de la substitution, donnent aussi des effets immunomodulateurs et notamment sur les réponses inflammatoires. On sait par exemple que ça dépend des doses de ce que l'on donne. On sait que lorsqu'on donne des doses faibles d'immunoglobulines intraveineuses, il y a un effet pro-inflammatoire. Et de façon paradoxale, quand on donne des doses élevées, on a un effet anti-inflammatoire. Alors qu'est-ce qui régit les effets anti-inflammatoires? Ça peut être justement la modulation de l'expression des récepteurs Fc gamma, ou alors de cytokines, voire même la régulation de prolifération cellulaire. Il y a eu beaucoup de mécanismes qui ont été décrits. Il y a eu des travaux qui ont démontré des choses et d'autres qui nécessitent d'être peut-être un peu plus approfondis. Il y a un autre facteur peut-être dont il faut tenir compte, c'est que, et vous le savez, les récepteurs Fc gamma, et ça c'est les gens qui font de la carcino le savent, puisque ça a maintenant une importance capitale dans les traitements, etc., qu'on utilise avec les monoclonaux, et ainsi de suite, les récepteurs Fc gamma peuvent avoir des
peuvent avoir des polymorphismes. Et ça fait qu'il peut y avoir une variabilité interindividuelle dans les réponses aux IgG. Ça aussi, c'est un facteur qu'il faut tenir compte. Ces polymorphismes, c'est des SNP, c'est des petites mutations qui font que l'expression est là, mais que la fonction peut être altérée. Et ça peut aussi jouer. Et vous le savez tous beaucoup mieux que moi, puisque c'est ce que vous faites tous les jours, c'est que les réponses aux immunoglobulines ne sont pas toujours la même chose chez les individus. Ça ne veut pas dire que tout est dû à la génétique, certainement pas. Il y a aussi la composition des immunoglobulines qui peut varier d'une préparation à l'autre. Il y a des facteurs que nous ne connaissons probablement pas, mais il y a une variabilité interindividuelle. Et nous avons eu dans notre expérience, et là je vais parler d'un travail qu'on avait mené il y a quelque temps avec Mohamed, qui était relatif à une situation que vous connaissez ou pas, je ne sais pas, c'est que nos immunodéficients, quand ils ont un déficit d'immunité humorale, sont particulièrement susceptibles aux entérovirus. Et parmi les entérovirus, il y a les poliovirus. Et vous savez que l'OMS est en train d'essayer de faire éradiquer la polio sauvage du monde. Elle a encore quelques difficultés au Pakistan, Afghanistan, un petit peu en Afrique, Nigeria, etc. Mais elle a aussi un autre souci actuellement, c'est que nos malades immunodéficients, ils vont garder des souches vaccinales dans leur intestin et ils vont les faire muter et ils peuvent réverter vers des formes sauvages. Et ça, c'est un risque majeur auquel on est confronté. Lorsque nous avons commencé ce travail avec mes collègues Hamd Trik et Mohamed Bjewi, nous avions fait une petite série qui n'était pas très importante, 80 malades, et nous avons vu l'excrétion de ce virus, le nombre de positifs, à la fois en poliovirus et en entérovirus non polio, et nous avons observé que parmi les déficits tumoraux, nous avions un certain nombre de malades qui excrétaient. Par contre, pour les autres déficits immunitaires, type ataxie ou déficit phagocytaire, rien. Donc c'était vraiment ce portage qui peut devenir chronique est un portage lié au déficit en immunoglobulines. Et de façon intéressante, nous avons observé que nos malades qui étaient tous sous immunoglobulines ne gardaient pas très longtemps le virus dans leur intestin. C'est-à-dire qu'ils arrêtaient spontanément l'excrétion de ce virus. Mais il y a eu quelques exceptions. Et une des exceptions, et qui nous a interpellés, c'est d'abord, voilà ce qui ressort maintenant un petit peu de la littérature. Ça, c'est une large étude qui a été faite dans plusieurs centres à travers le monde. Je ne me rappelle plus du chiffre, mais il y a peut-être 600 et quelques malades qui ont été inclus. Et vous voyez les 4 déficits où ce portage existe, y compris donc sous forme chronique. Ce sont donc les SCID, le déficit HLA classe 2. Vous voyez 18% des malades excréteurs CDHLA classe 2, et pourtant il n'y avait pas beaucoup de malades HLA classe 2, donc chez nous c'est quelque chose qui est peut-être plus important qu'ailleurs. Les déficits, le déficit déficit commun variable, enfin les 4 déficits classiques, A gamma, déficit commun variable, SCID et HLA, qui ont tous un déficit d'immunoglobulines, qu'ils soient primitifs par le défaut B, ou qu'ils soient secondaires par les anomalies du T. Bon, les SCID ne sont pas très... C'est des malades qui ne vont pas vivre longtemps, donc ils ne risquent pas, s'ils ne sont pas greffés, bien entendu, heureusement qu'on commence à faire des greffes, mais les autres, malheureusement, on les perd. Donc c'était un souci pour l'OMS, et donc il y a eu un malade pour nous qui a été très intéressant, parce que ce malade, et on l'a publié il y a quelque temps avec Mohamed Enda, vous voyez, ce malade n'arrêtait pas d'excréter des entérovirus. Alors au début, c'était des poliovirus, et puis il a arrêté comme les autres. Il restait un petit peu plus longtemps peut-être, mais surtout il a continué tout le temps d'excréter des entérovirus non polio, comme les Coxsackie, les écovirus, etc. Il n'arrêtait pas, il chopait tout ce qu'il y avait dans la nature en matière d'entérovirus non polio. Et ça c'est intéressant, ça indique que dans nos préparations d'intraveineuses, il y a certainement, parce que les sérotypes pour écovirus et pour Coxsackie sont nombreux. Il y a plein de sérotypes. Donc, il faut neutraliser tous ces sérotypes. Alors que pour les polios, nous avons 3 sérotypes, comme vous le savez. Et donc, très probablement, la composition en immunoglobulines intraveineuse ne le couvrait pas, en réalité, contre tous les entérovirus qu'il y avait autour de lui. Et ça indique que la composition spécifique au niveau des immunoglobulines peut jouer, elle aussi, un rôle. Voilà, ça c'est une observation qui me paraît intéressante et sur laquelle il faut agir. Maintenant, si on veut parler de mécanismes immunologiques, je ne vais pas aller dans trop de détails, je sais que le temps presse et qu'on ne peut pas aller dans tous les détails, mais que pour que ces immunoglobulines soient efficaces, il faut qu'il y ait l'implication, et ça on l'a mieux compris grâce aux études de maladies auto-immunes, une implication des réponses immunes cellulaires. Il ne s'agit pas de s'arrêter aux immunoglobulines qui neutralisent, qui activent. Il y a, et ça c'est important, une composante cellulaire. Les réponses sont dépendantes des réponses cellulaires quand il s'agit d'immunomodulation.
Et donc on a eu plusieurs observations maintenant, des travaux multiples existent. On a vu que ces compartiments, donc à la fois de l'immunité innée et de l'immunité adaptative, sont impliqués, qu'il s'agisse des cellules dendritiques, des monocytes, même les granuleux, les cellules NK peuvent jouer un rôle, et bien entendu les cellules Treg, les T régulatrices qui sont tellement importantes dans les manifestations auto-immunes, les cellules B. Et globalement, toutes ces données accumulées maintenant montrent que l'effet bénéfique d'IgG dans les désordres d'auto-immunité, dans la dysrégulation immunitaire, donc on voit au cours des pathologies auto-immunes, peuvent être liés à ce type de réponse. Et Anne Durandi, avec ses collègues, avait fait ce cartoon qui est intéressant, qui résume un petit peu les choses. Donc on va, par les immunoglobulines intraveineuses, moduler beaucoup de choses. Les réponses immunes innées, comme vous voyez, les cellules dendritiques qui vont, et je vais revenir rapidement si on a le temps. Combien j'ai de minutes encore? How much time I have? 5 minutes? Thanks. Donc, je vais y revenir donc, très rapidement. Donc, les réponses immunes innées, donc les cellules dendritiques, le NK, le macrophage, les polynucléaires, mais aussi, et ça c'est très extrêmement important comme je l'ai dit, la cellule dendritique qui est à cheval, bien sûr, entre immunité innée et immunité adaptative, puisque c'est elle qui présente les antigènes aux lymphocytes T, va agir sur la régulation des T, notamment sur les sous-populations régulatrices et les B. Alors, quels sont les mécanismes, si j'ai ces 5 minutes rapidement? Donc, l'effet de cette immunoglobulinothérapie, il passe par, pour ce qui est des cellules dendritiques, donc, passe par l'inhibition ou la régulation de l'expression des molécules costimulatrices. Vous savez que lorsque l'antigène est présenté par les cellules dendritiques, c'est les molécules du CMH qui le présentent, c'est le premier signal au TCR du lymphocyte T, mais il faut un deuxième signal qui est très important, que sont les molécules costimulatrices qui sont fondamentales pour qu'il y ait activation. Et donc, cette expression est régulée, on le sait maintenant, par les immunoglobulines. Et donc ça bien sûr, ça interfère avec la réponse des lymphocytes T aux antigènes, notamment du SOA, qui sont présentés par les cellules dendritiques. Alors, ce que l'on sait aussi, c'est que cette action passe par le FC, mais aussi par le fragment FAB'2, donc les fragments de la partie anticorps, si vous voulez. Et donc, il y a à la fois des mécanismes dépendants de l'FC gamma récepteur, du récepteur gamma, et d'autres qui sont médiés par autre chose que les récepteurs FC gamma. Et ça aussi, c'est important à noter. Donc, vu l'importance critique donc, de ces molécules costimulatrices pour une présentation optimale au lymphocyte T, bien sûr, l'inhibition de leur expression par les immunoglobulines intraveineuses va être une explication potentielle pour ce qui est observé dans des maladies auto-immunes. Ça a été fait dans des modèles expérimentaux, humains, etc. De façon intéressante, on sait aussi que les immunoglobulines intraveineuses diminuent le nombre de cellules dendritiques dans le liquide céphalorachidien chez les malades qui ont un syndrome de Guillain-Barré et dans les polyneuropathies périphériques démyélinisantes. Donc, ça, on a la preuve que même localement, le nombre de cellules dendritiques en baissant joue un rôle quelconque dans l'amélioration de la condition sous immunoglobulines intraveineuses. Alors, les immunoglobulines intraveineuses peuvent aussi jouer un rôle sur la coopération entre le lymphocyte T et le B. Et on sait que ces effets sont médiés par les anticorps qui peuvent neutraliser ou bloquer les récepteurs FC gamma. C'est vrai pour les cellules présentatrices, mais c'est aussi vrai pour les B. Alors ça c'est médié par les FC gamma récepteurs spécifiques du B et les 2B. Donc ça aussi, ça joue un rôle. Tout ce qui est médié par les idiotypes c'est quoi? Un anticorps a toujours des spécificités, vous savez, allotype, isotype, idiotype, et les idiotypes, c'est ce qui permet d'interagir avec d'autres anticorps. Et il y a un réseau idiotypique dans notre corps, et on pense qu'il contribue à l'homéostasie, si vous voulez, du système immunitaire, et il peut être perturbé. Et dans ce cas-là, on pense, il y a des hypothèses et des travaux même, qui montrent que l'interaction avec des anti-idiotypes, avec ce qui est lié à la membrane, au niveau des cellules B, peut transmettre là aussi des signaux négatifs qui font qu'on va avoir une baisse de la protection des auto-anticorps qui sont le propre de certaines pathologies auto-immunes et qui sont pathogènes, bien sûr, dans certaines situations. Les immunoglobulines intraveineuses ont aussi montré qu'elles peuvent susciter la production de anticorps de novo, qui peuvent eux aussi jouer un rôle supplémentaire dans le contrôle des réponses cellulaires. Enfin, et bien sûr, la pièce maîtresse, ce sont les cellules T régulatrices, comme vous le savez, qui jouent un rôle majeur dans la régulation de nos réponses, y compris auto-immunes. Et ces T régulatrices, il a été établi donc, que les immunoglobulines intraveineuses suppriment beaucoup de lymphocytes T
notamment cette sous-population T régulatrice. Et donc l'effet bénéfique des intraveineuses peut peut être associé par une augmentation de ces cellules régulatrices, à la fois quantitativement et qualitativement. Et ces mécanismes, bien sûr, restent à être explorés. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. En conclusion, c'est clair, en substitution, les mécanismes sont clairs, mais il faut aussi tenir compte, comme je l'ai dit, de cette modulation des réponses inflammatoires et peut-être de réponses cellulaires immunes aussi chez nos patients atteints de déficit immunitaire. Deux, et là, les connaissances sont en train de progresser, je pense, de façon assez intéressante. Dans le modèle d'immunomodulation, on est en train de comprendre petit à petit les choses. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi? Je pense qu'il faut que la communauté des gens qui travaillent sur les déficits immunitaires doit essayer d'anticiper et de comprendre quelle serait la place, parce qu'ils reçoivent ces mêmes immunoglobulines et pour des périodes beaucoup plus prolongées. Quelle serait la place de ces immunoglobulines dans les réponses immunes chez les immunodéficients au long cours? Bien entendu, on ne voit pas de problème grave au jour d'aujourd'hui, mais on peut se poser des questions. Alors pourquoi les CVID continuent à faire des manifestations auto-immunes? Est-ce qu'il y a un mécanisme particulier qui fait que les CVID font des maladies auto-immunes malgré la régulation des réponses auto-immunes? Et ainsi de suite. Je crois qu'il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser et il peut y avoir un va-et-vient entre les deux modèles d'immunosubstitution et d'immunomodulation. Voilà, je vais m'arrêter là en vous remerciant pour votre attention.